Sur le crowdfunding, c'est vrai que nous, on n'en fait pas forcément quelque chose d'unique. C'est une variante du tour de table. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va préparer le plan de financement, on va avoir un partenariat bancaire qui va s'installer dans la durée. Peut-être que ce projet a besoin de lisibilité, et l'intérêt qu'on y voit, c'est que ça coach un peu le porteur de projet en termes de communication. C'est-à-dire qu'on va le forcer à présenter son projet, à le mettre en ligne, à avoir une démarche commerciale à laquelle il n'avait pas forcément pensé. Donc pour moi, c'est un outil pédagogique aussi. C'est-à-dire qu'on va essayer de dire aux gens, vous mettre en ligne, c'est aussi vous apprendre à vous vendre, parce qu'on parle de ça aussi. Ce qui est intéressant avec le crowdfunding, c'est que ça va viser aussi à créer une communauté de proximité autour du projet. Pour relancer tel ou tel commerce dans une petite commune, justement que ses habitants se mettent autour du porteur de projet pour venir participer au projet. Ça ne va pas venir remplacer le financement classique, mais ça va apporter un petit plus au projet. Et on a surtout créé cette communauté qui va aller dans le même sens que le porteur de projet. Il vient nous voir pour un projet, il a besoin de ses fonds pour démarrer son activité. Le plan de financement initial basique pour créer, il a besoin des fonds le plus rapidement possible et de façon certaine. Et donc il ne peut pas s'appuyer sur une démarche qui peut éventuellement tomber à l'eau parce que mauvaise communication et finalement le crowdfunding qui ne va pas à terre. Donc on va financer son plan de financement initial et par contre déposer, afficher son projet pour faire une démarche de crowdfunding sur un investissement qui va peut-être arriver. On parlait de 90 jours tout à l'heure de levée de fonds, ça peut être plus tôt, ça peut être, enfin voilà, mais qui peut arriver un peu après finalement le financement initial. Le crowdfunding, c'est certes un moyen d'aller trouver une source de financement, mais c'est pas que ça, et c'est peut-être pas d'ailleurs la première motivation qui va justifier une campagne de crowdfunding. Ça va être un prétexte à aller chercher son réseau, à aller présenter son produit, à aller travailler son argumentaire, à aller penser sa stratégie commerciale, etc. Donc c'est un bon exercice, grandeur nature, avec à la clé un financement, mais qui, ça a été rappelé aussi tout à l'heure, n'est souvent pas total. C'est-à-dire qu'une campagne de crowdfunding, pour que ce soit attractif, il faut que ça finance un projet précis, un matériel, il faut que ce soit ciblé, c'est pas l'entreprise dans sa globalité. C'est des outils supplémentaires mais complémentaires et qui ne remettent à mon avis pas du tout en cause la nécessité d'un accompagnement humain, d'un banquier derrière, d'un réseau spécialisé dans le financement qui va optimiser le plan de financement, etc. Alors l'accompagnement au crowdfunding est le résultat aussi de tout l'accompagnement amont d'études de faisabilité, de viabilité économique d'un projet. C'est-à-dire qu'avant tout, on va vérifier que le projet il a toutes ses chances de succès, de réussir. C'est-à-dire, est-ce que ses produits, ses services sont en phase avec son marché? On va valider ça par une étude de marché, on va valider l'aspect financement de son projet. On va avoir déjà un minimum de garantie que le projet il a ses chances de voir se créer, de voir s'immatriculer pour pouvoir mettre en ligne son projet. Un projet, c'est un ancrage territorial. Dans la majorité des cas, un projet, quand il est financé, 40% des collectes rassemblées viennent d'un environnement proche. C'est ce qu'on appelle le premier cercle. Ce sont des amis, de la famille, des gens qui connaissent le porteur de projet qui a mis en ligne son projet. Donc il le connaît, il le tutoie, il identifie ce porteur de projet. Donc ce sont vraiment des réseaux très proches. On ne parle pas forcément là encore de réseau internet, c'est vraiment des réseaux de proximité. Le voisin, on lui serre la main, on peut vraiment l'identifier. Je pense que dans le crowdfunding, on retrouve ces inégalités de réseau. C'est-à-dire que quelqu'un qui a beaucoup de réseaux a plus de chances de voir sa collecte aboutir que quelqu'un qui a un petit réseau. Mais le fait, là on est dans le registre de la caution morale qui était donnée tout à l'heure, qu'un réseau d'accompagnement s'engage aux côtés d'un porteur de projet, ça va rassurer, ça donne un peu de garantie. Et puis la structure qui est accompagnée en interne, il y a des salariés aussi qui vont dire tiens, on a accompagné ce projet-là. Et puis voilà, ça peut faire partie, le réseau d'accompagnement peut faire partie aussi d'un facteur de succès d'une collecte. Le crowdfunding, c'est pas né il y a 10 ans. Les tontines, ça je ne sais pas combien de centaines ou de milliers d'années. Les cigales, c'est du financement participatif de proximité. Donc ces dimensions de financement militant, de proximité ou familial, etc., ça existe depuis très longtemps.
En quoi Internet aide pour ça comme pour le reste? C'est que tout va plus vite, tout est beaucoup plus interactif. Ça permet d'élargir aussi sa cible, hein. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, une campagne de crowdfunding, 40% c'est le love money, on va dire, et puis après le reste, ça peut être des gens qui ne connaissent pas, mais qui aiment bien la thématique, qui aiment bien le projet, etc. Donc voilà, ça fait à la fois un effet de démultiplication, de diffusion. Quelqu'un qui n'a pas de réseau et qui en plus n'a pas de, j'allais dire, de dynamisme commercial pour aller au-devant des autres, et bien sa campagne de crowdfunding, elle va faire flop. On a eu quelques cas à nos démarrages. On avait aussi peut-être nous sous-estimé le travail qu'il nous fallait faire et qu'il fallait que le porteur de projet fasse pour réussir sa campagne. Hein, c'est pas une campagne de crowdfunding, c'est pas un distributeur automatique de billets, quoi. Ça n'a rien à voir. Il faut bien distinguer deux phases dans l'accompagnement. Et là, je voudrais qu'on reprécise les choses. Il y a l'accompagnement dans la phase d'émergence du projet. Donc l'émergence du projet, ça va être la construction du projet, effectivement les recherches de financement, dont le crowdfunding fait partie, et l'affinage du modèle économique, etc., etc. Donc toute cette phase d'émergence, il y a une période d'accompagnement qui est indispensable pour que le jour où le créateur ou repreneur se lance, il soit le mieux armé possible. Mais il y a une deuxième phase d'accompagnement qui est l'accompagnement du projet quand il est dans sa phase opérationnelle. On n'est plus dans la phase de levée de fonds, de financement, etc. On est dans la mise sur le marché, dans la production, dans la vente, dans la gestion, dans la vie quotidienne de l'entreprise sur ces 3 années que l'on sait particulièrement dangereuses. Accompagner un créateur d'entreprise, donc avec une entreprise de taille plutôt importante comme vous, ou des porteurs de projets avec des projets de taille plus modeste peut-être comme nous, ou comme France Active, on le fait tous et on a besoin de le faire. Et les porteurs de projets, les créateurs, les entrepreneurs, donc qui sont entrepreneurs, ont besoin de ça. Après, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie pour faire bouger et faire évoluer la stratégie d'un jeune entrepreneur. On est tous des praticiens. Il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie pour infléchir ce que va faire l'entrepreneur. Le public que l'on reçoit, majoritairement entrepreneur individuel, souvent entreprend pour la première fois. Et donc au niveau des modèles économiques, n'a pour représentation que des modèles économiques de particuliers avec un vécu de salarié. Et aller vers l'endettement et comprendre que emprunter, c'est ni un aveu de faiblesse, ni se mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Notre rôle, il est d'accompagner le projet, le porteur dans sa démarche, tout en ayant une dimension pédagogique et de travailler avec les réseaux de financement pour arriver à changer ces représentations. Mais je pense qu'en ça, le crowdfunding a permis à certaines personnes de trouver un échappatoire. C'est-à-dire j'ai quand même besoin de financements autres qui ne sont pas... que je peux trouver par un autre biais qu'elle est à la banque. Et puis, le fait d'être sur de l'argent numérique, ça me permet d'éviter la confrontation directe avec l'entourage personnel. Ça dématérialise toute cette relation-là. Donc, tout ça mis bout à bout, ça peut contribuer à satisfaire des besoins ou des démarches de personnes qui ont envie d'y arriver par elles-mêmes, par leur réseau, avec de l'autofinancement. La question fondamentale, peu importe où on va chercher l'argent, mais par contre, il faut partir avec beaucoup d'argent. Et ça, on le répète toujours aux créateurs, aux porteurs de projets, c'est au moment où tu lances ton projet que tu peux lever des fonds. Si, au bout de 6 mois ou 1 an, finalement, la courbe de progression de ton business n'est pas exactement au rendez-vous et que tu es un petit peu en retard, tu as un peu moins de rentabilité ou finalement les commandes vont tomber un peu plus tard, c'est trop tard. On ne revient pas auprès des partenaires financiers en disant, ben voilà, finalement, il y a 1 an, quand je me suis lancé, j'aurais eu besoin de 10 000 euros de plus, 5 000 euros de plus ou 50 000 selon la taille du projet. Si on ne le prend pas au début, on ne l'obtiendra pas après. Notre rôle,
c'est à la fois par rapport au crowdfunding, effectivement, d'aider les gens à mobiliser de ce type de ressources, mais aussi à faire en sorte que ces ressources servent d'effet levier pour les financements bancaires. Parce que qu'est-ce qui se passe aussi? On dit qu'il y a beaucoup de gens qui n'empruntent pas, il y a ceux qui ne veulent pas, il y a aussi ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils ne correspondent pas aux grilles d'analyse des réseaux bancaires. Ce que je veux dire en résumé, les créateurs d'entreprises ne sont pas toujours ceux qu'on aimerait avoir. Ni nous, ni les banquiers, ni les... Voilà, hein, ils créent peut-être parfois des petites entreprises, ils ne sont pas très bien armés, ils sont culturellement par rapport à la stratégie, au fait de se projeter, de faire un business plan, tout ça, ils sont souvent loin du compte. Il faut qu'on fasse de l'éducation entrepreneuriale, je pense que c'est notre premier métier. Il faut qu'on les aide à mobiliser toutes les ressources et à se mettre dans des bonnes dynamiques. Et on a besoin tous les uns des autres pour tout réussir, pour mieux réussir. Sur le lancement d'une campagne de crowdfunding, l'internaute il va donner ou il va prêter sur un coup de cœur. Enfin, alors là, je vais plutôt parler du don et peut-être moins du prêt ou de la prise en participation, mais le risque il est dilué entre des centaines ou des milliers de personnes. Il n'y a pas une analyse économique très fine de celui qui contribue, mais c'est un ressenti par rapport à de la com. Donc il peut y avoir une belle campagne de com qui va très bien marcher au niveau crowdfunding pour un projet qui au niveau économique ne vaut pas grand-chose. À l'inverse, la banque a quasiment le raisonnement inverse. Il me semble que le sens de l'euro mis sur la campagne de crowdfunding n'a absolument pas le même sens que l'euro mis par la banque. Et que pour les réunir, il faut bien s'entendre sur la finalité de la chose. Alors comment fait-on avec un porteur de projet, effectivement, qui a assez peu d'apport personnel, qui passe du salariat au fait d'être chef d'entreprise, donc il n'y a pas forcément... cette culture dont on parlait tout à l'heure. Cette culture-là, effectivement, le lien, ça va être la structure d'accompagnement. Hein, c'est la structure d'accompagnement, notamment en validant des projets via des comités d'engagement, notamment, qui peuvent apporter ce crédit, ce label au projet. L'objectif majeur pour nous, c'est rompre l'isolement du porteur de projet. Alors pourquoi? Parce que nos porteurs de projet, souvent, sortent de difficultés et on a besoin de créer une communauté de confiance autour du projet. Et ça, sur l'ESS, on y arrive très très bien. C'est-à-dire qu'on a créé des communautés de confiance avec des collectivités, un ensemble de partenaires, des entreprises qui ont un regard bienveillant sur un projet collectif. Donc du coup, c'est plus facile de suivre. C'est-à-dire qu'on travaille en synergie, on avance bien. Sur la dynamique individuelle, c'est très complexe. Alors on a un autre avantage, c'est aussi le jeu de la garantie. On arrive à savoir effectivement quand il y a un incident, il y a un clignotant qui s'allume, on arrive à travailler avec les banques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on manque de moyens pour faire ce qu'on aimerait faire, c'est-à-dire du coaching, renforcer l'ancrage territorial, c'est-à-dire essayer d'identifier un peu mieux les fournisseurs, identifier les clients de proximité, pour avoir un premier cercle en fait, commercial plus solide. Et donc ça, effectivement, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de la communication. Ouais. Et malheureusement, les politiques de suivi, entre guillemets, administratifs, sont beaucoup axées sur le reporting. On sait très bien que remplir des tableurs, c'est très bien, mais s'il n'y a pas la relation avec l'humain, on perd un peu en puissance et en puissance de conseil. Donc effectivement, il y a aussi un enjeu de réformer en fait, la vision qu'ont les administrations du suivi.